Jano Kabouya, mon confrère, mais nazo comprendre ma solo en côté Jano Kabouya. Oh ça ma solo ma belle Jano Kabouya. Mais nazo comprendre était Jano Kabouya, nganaza serviteur du peuple congolais, le représentant légal. Batuninga ma belle n'engeni ni Jano Kabouya toza comment on est le sous-souté na ba systématique. Mais Jano ma solo ngoza n'engeni. Ma solo kaka ya wenge musique net kaka ngai président mouvement mutuana zalate. Mais Jano Kabouya batu basolo ba mikolo yo. Hein? Toi qui mets la diaspora congolaise en direct avec la résidence du président élu par le peuple. Jano Kabouya, le représentant légal. Alors, peuple congolais, aujourd'hui nous sommes invités au château de Vincennes où Ramayad, qui est une personnalité politique vraiment très connue en République française, qui a organisé, c'est vrai, c'est une journée de l'enfant soldat, vu qu'elle a passé un temps à l'est de la République démocratique du Congo. Lors de son intervention sur BFM TV, Ramayad avait dit, après son passage au Congo, qu'elle ne pouvait plus dormir pendant 3 mois parce qu'elle avait vécu des choses inexplicables. Alors, raison pour laquelle Ramayad aujourd'hui a invité cette jeunesse dite consciente qui s'est dit debout, déterminée à jamais pour le Grand Congo. Alors, nous sommes venus ensemble. Ils ont invité le représentant légal. Ils ont invité leurs serviteurs. Nous sommes là présents. Nous allons rentrer tous dans l'ensemble, dans la salle. Et après la conférence, je veux les inviter à dire quelque chose après l'invitation. Je vous remercie beaucoup. Respectueuse des diversités raciales et religieuses. L'engagement et la motivation de nos membres tournent autour d'un projet qui concerne la réinsertion des enfants soldats. Avec tout ce que cela comporte de valeurs que nous appliquons, et je peux vous dire que je suis très sourcilleux sur celles-ci, ce sont des valeurs de solidarité, des valeurs de respect, des valeurs d'excellence, de compétences professionnelles, et puis des valeurs d'engagement. Je suis particulièrement sourcilleux sur ces valeurs, et autant vous dire que je ne suis pas habitué à prêcher dans le désert. Mais aussi avec un projet solide que nous mettons toute notre énergie à promouvoir pour trouver les financements nécessaires à sa réalisation. C'est de ce projet dont je vais vous parler. Et notre organisation est déjà solidement structurée. Vous avez toute l'organisation ici, mais je ne vais pas vous la détailler. Voilà. Alors, notre ambition, c'est de lancer au plus tôt fin 2012 la création d'un centre de réinsertion pour 50 enfants soldats par an dans la République démocratique du Congo, dans la partie est, dans la région du Nord Kivu, dans une zone que je vous présenterai pour cette maison. Cette maison, effectivement, je suis sensible au symbole et pour moi, ce n'est pas indifférent de relever que vous avez choisi ce fort pour lancer votre initiative chez les enfants soldats. Et en passant tout à l'heure dans la salle où sont rassemblés les drapeaux des régiments qui ont fait la France, je me disais qu'il devait y avoir beaucoup d'enfants soldats dans ces armées-là. Et que la sensibilité à ce drame est récente, mais que toujours des enfants ont été les premières victimes et les premiers impliqués dans les conflits. C'est vrai aujourd'hui en Afrique, mais également en Asie, au Népal, on l'a vu en Thaïlande, en Birmanie, aux Philippines, au Sri Lanka. C'est vrai sur le territoire américain, notamment en Colombie. Bref, c'est encore un phénomène mondial et vous avez évoqué le chiffre entre 200 et 300 000 enfants. C'est effectivement les chiffres que nous avons. Difficile, bien sûr, à dénombrer, puisqu'ils ne sont pas aussi précisément dénombrés que dans vos approches, et que de moins en moins les États se glorifient d'avoir des enfants soldats. Peut-être un point positif quand même, c'est que, voyez-vous, si le thème des enfants soldats a toujours existé, la France, et vous devez le savoir, parce que nous en sommes fiers, peut s'enorgueillir d'avoir été peut-être le premier pays
à s'être saisi de cette question de société internationale qui a toujours existé, encore une fois, l'avoir érigée en thème de mobilisation internationale, c'est-à-dire que nous avons réuni la communauté internationale autour de ce thème pour la première fois à Paris en 2007, ça fait exactement 5 ans. Et des principes ont été adoptés, ont été arrêtés lors de la conférence de Paris. Des principes, et pas simplement des bonnes intentions, également des mécanismes au sein des Nations Unies. C'est ainsi qu'un groupe de travail du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous savez, c'est l'organe le plus puissant des Nations Unies, celui qui décide des interventions militaires notamment, celui qui peut décider de sanctions. Ce groupe de travail a été mis en place dans le cadre du Conseil de sécurité pour les enfants soldats, pour veiller à ces 3D, démobilisation, démilitarisation, réinsertion et T'as debout. Une question pour vous. Téléma. La France est le pays des droits de l'homme qui protège les enfants, les femmes et les plus démunis. Que pensez-vous de la politique de l'Autriche appliquée par la France aux crimes commis, aux crimes contre l'humanité, à savoir les viols commis sur plus de 1150 femmes par jour et l'enrôlement des enfants soldats à l'est du Congo? Deuxième question, que pensez-vous deuxième question, que pensez-vous des partis politiques, puisque vous êtes ambassadeur et il y a des élections chez vous ici, que pensez-vous des partis politiques qui ont basé leur programme sur l'immigration alors que l'Occident s'est toujours emparé de l'Afrique, économiquement parlant, et se partage ces richesses pendant que les immigrés ne cherchent qu'à survivre en venant ici? Je vous remercie. Merci de vos questions. D'abord, il est évidemment hors de question pour moi, en tant que fonctionnaire, d'exprimer une opinion de nature politique dans un contexte électoral. Mais sur votre première question, je ne peux pas du tout laisser dire que la France fait la politique de l'autruche sur des questions aussi fondamentales que le sort des enfants et les viols des femmes. Vous avez raison d'attirer l'attention aussi du public sur ce drame qui n'est pas une spécificité malheureusement des Grands Lacs, que l'on voit partout dans le monde. Mais dans les Grands Lacs, j'ai vu des choses absolument dramatiques. Et je les ai vues pourquoi? Parce que dans mes fonctions d'ambassadeur de France en charge des droits de l'homme, eh bien, je suis allé là-bas. Nous sommes l'un des seuls pays qui avons un consulat, une présence diplomatique à Goma. Nous sommes peut-être le seul pays qui avons un agent qui justement est spécialisé sur la question des enfants soldats et qui tourne dans la région des Grands Lacs. Je ne connais pas beaucoup de diplomaties qui ont un diplomate qui s'occupe exclusivement de cette question et qui tourne là-bas. Nous finançons de nombreux projets et je suis allé les voir moi-même sur les femmes, d'écoute, d'accueil, de réhabilitation. Vous avez raison de dire qu'une femme les femmes qui ont été violées, celles qu'on rencontre, sont à la fois détruites physiquement, détruites psychologiquement. Patriote résistante congolaise. Moi j'avais une question pour vous, toujours dans le cadre de la journée des enfants soldats. Je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui aussi, c'est coïncidence des dates, c'était une journée sans portable. On a initié au sein de la communauté congolaise. Aujourd'hui, on avait demandé à tous nos compatriotes, et pas seulement les Congolais, d'éteindre leur portable pour dénoncer l'exploitation du coltan dans les mines de sang congolais. Donc aujourd'hui, on a normalement, logiquement, tout le monde a dû avoir son portable éteint, juste pour dénoncer justement l'exploitation des coltans. Et moi, ce que je voulais demander, c'est que vous avez, c'est vrai, c'est M. Perrin, c'est ça? Nous avons fait un brillant exposé. Plus fort. Mais, je me suis rendu compte qu'en fait, on s'intéresse aux effets sans pour autant s'intéresser aussi aux causes. Aujourd'hui, il y a des multinationales, monsieur l'ambassadeur, qui sont présents sur notre territoire, surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo. On a parlé des enfants soldats. C'est vrai que ces enfants sont aussi utilisés dans les mines de coltan pour assurer la sécurité de ces seigneurs de guerre qui extraient le coltan pour
comment dire, pour ces multinationales bien connues de la place publique. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez conscience que ces sociétés engrangent aussi la guerre, entretiennent aussi la misère de ces enfants? Est-ce que vous avez essayé de faire une démarche pour aller voir ces sociétés, non pour qu'elles arrêtent l'exploitation du coltan, parce que nous savons qu'économiquement c'est impossible, mais au moins qu'elles fassent de leur commerce une éthique qui ait un sens moral à ce commerce, et que surtout cette extraction du coltan profite en premier lieu aux Congolais. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le 80% de l'exploitation mondiale du coltan provient de la République démocratique du Congo. Tous nos petits gadgets qu'on a, tous nos portables, nos appareils, nos ordinateurs, etc., contiennent du coltan congolais. Et on parle aujourd'hui de ces enfants soldats, mais ces enfants sont aussi utilisés dans les mines de coltan. Ils extraient du coltan qui bénéficie aux multinationales françaises, internationales, américaines, etc. Est-ce que vous avez fait cette démarche? Merci. J'ai compris la question, je vais vous répondre, c'est une très bonne question. Bon, d'abord, je ne savais pas que c'était la journée sans portable, et je fais partie des gens qui sont un peu intoxiqués, à vrai dire, et j'aurais beaucoup de mal à m'en passer, mais j'essaierai. Au fond, la question que vous posez, d'abord, elle dépasse le cadre du Congo. C'est comment on fait pour que les consommateurs soient informés de l'impact des produits ou des services qu'ils ont entre les mains sur les droits fondamentaux. Alors, c'est vrai avec le coltan, mais ce n'est pas simplement vrai avec le coltan, c'est vrai avec le pétrole, c'est vrai avec le travail des enfants dans l'industrie textile, c'est vrai avec le travail d'enfants dans les mines, c'est vrai avec le travail des conditions de travail que j'ai vues épouvantables dans l'industrie de la pêche à la crevette dans le sud-est asiatique. Bon, des exemples comme ça, il y en a. J'étais il y a quelques semaines au Népal, où 40% des enfants de 5 à 12 ans travaillent dans des briqueteries. 40% des enfants dans des briqueteries. Et je les ai vus sur le terrain. Vous avez absolument raison de dénoncer cela. Vous auriez tort de le limiter uniquement à la question du coltan, car c'est un phénomène général, mais c'est un exemple, et c'est un bon exemple. Et je crois que la question, c'est celle de la responsabilité, ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Et moi, je parle aussi de responsabilité sociétale des consommateurs. Parce qu'après tout, les entreprises mettent sur le produit des marchés, mettre sur le marché des produits, et ces produits, et au fond, celui qui décide de l'acquisition d'un produit ou d'un service, c'est le consommateur final. Et la vérité, c'est que le consommateur n'est pas éclairé. Et donc, il y a pour nous un champ d'action très, très important dans une stratégie droits de l'homme, c'est comment on fait en sorte d'informer le consommateur sur l'impact des produits et des services. Et on réfléchit là-dessus exactement. Et je suis par exemple très attentif à une loi qui a été prise par l'État de Californie il y a exactement un an, en janvier 2011. C'est vrai, vous avez vous-même posé la question en disant est-ce qu'on doit juger ses enfants ou on ne doit pas les juger? Mais à la base, ce ne sont pas les enfants qui sont les premiers coupables. Vous n'avez pas parlé des bourreaux. Si, parce que les bourreaux, à l'heure actuelle, on sait, les bourreaux à l'heure actuelle sont des chefs de guerre, mais les chefs de guerre sont eux-mêmes instrumentés par des hommes politiques. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au RD Congo, justement. Donc c'est par rapport à ça que je vais vous répondre. Pardonnez-moi, c'était important de souligner que le premier détenu à la Cour pénale internationale, il est détenu pour avoir recruté des enfants soldats. Et donc, ça me paraît très important de savoir qu'aujourd'hui c'est un crime, et que ce crime, c'est criminel, qu'il s'agisse des organisations d'État ou des organisations non étatiques, ces criminels sont suivis au niveau du Conseil de sécurité et également de la Cour pénale internationale qui n'hésitera pas à les poursuivre. Et ça, c'était quand même un grand progrès. C'est que cette cour n'existait pas il y a encore 10 ans. Elle existait juste il y a 10 ans. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. Elle est loin d'être parfaite. Elle est souvent critiquée par ceux qui trouvent qu'elle va trop loin et par ceux qui trouvent qu'elle ne va pas assez vite. Mais elle est critiquée, mais elle existe. Elle existe et elle a des résultats. Elle commence à avoir des résultats. Et il faudra bien entendu qu'elle soit plus efficace, plus rapide, moins coûteuse. Mais aujourd'hui,
il faut que l'on sache que recruter les enfants soldats, c'est un crime, et c'est un crime contre l'humanité. Vous avez tout à fait raison de le souligner.